7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, vous allez me parler de la Fondation Identité et Démocratie qui revient d'un voyage d'études dans les Balkans. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi cette destination ? Tout à fait. Tout d'abord, les Balkans sont une région qui sont régulièrement évoquées pour un futur élargissement de l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a potentiellement, ces pays deviendront des pays de l'Union européenne dans les années qui viennent. Même si jamais le parti et le groupe ID sont opposés à cet élargissement-là, ça risque d'arriver dans les années qui viennent. Ensuite, les Balkans sont le théâtre de dangers qui pourraient toucher le reste de l'Europe. Je pense au risque mafieux tout d'abord. On sait que la mafia albanaise, dans une moindre mesure, la mafia bosniaque ont eu une activité dans l'Europe. Et ensuite, je pense aussi au risque islamiste. La Bosnie, comme le Kosovo et l'Albanie, sont des foyers du djihadisme. La Bosnie, depuis la guerre d'indépendance, depuis la guerre de Bosnie, a accueilli en fait un certain nombre de combattants djihadistes qui étaient venus soutenir les nationalistes bosniaques. Et depuis, on voit que continue ce lien entre nationalisme bosniaque et islamisme sunnite. Et au Kosovo, c'est plus récent, mais on a vu notamment au moment de l'émergence de l'État islamique, l'émergence d'un djihadisme kosovar. Donc voilà, donc on voit que ces deux régions pourraient devenir à terme un risque djihadiste pour le reste de l'Europe. Ensuite, cette région est aussi une forme de laboratoire de l'Europe de demain. On voit qu'en fait, la montée des risques communautaires, des risques religieux en Bosnie et au Kosovo pourrait en fait advenir en Europe si jamais les choses ne changent pas, notamment sur la question migratoire. On pourrait voir advenir ce qui s'est passé en Bosnie et au Kosovo dans le reste de l'Europe. Donc dans les années qui viennent, les Balkans risquent de devenir un enjeu central pour le reste de l'Europe. Et quel pays des Balkans avez-vous visité ? En fait, on a visité deux pays, la Bosnie et la région serbe du Kosovo. En fait, ces deux régions sont les régions où les tensions persistent le plus, où il y a des tensions très fortes entre islam et christianisme. Au Kosovo, la région est devenue officiellement indépendante depuis 2008. Les nationalistes albanais ont déclaré l'indépendance. Cette indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale. La majorité des pays continuent à considérer que cette région fait partie de la Serbie, ce qui crée évidemment des tensions. De plus, on trouve encore environ 5% de Serbes présents notamment dans le nord du pays qui refusent l'indépendance et qui voudraient être attachés à la Serbie. La Serbie, elle, évidemment, ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Donc tout cela crée des très fortes tensions. En Bosnie, en fait, la situation est un peu différente. Mais depuis la fin de la guerre de Bosnie, le pays est divisé en deux entités. D'un côté, la République serbe de Bosnie, majoritairement serbe et chrétienne. Et de l'autre côté, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, majoritairement musulmane. Officiellement, ces deux entités se sont à pied d'égalité. La Bosnie est un État fédéral. Néanmoins, le haut commissaire de l'Union européenne qui est nommé par l'Union européenne et qui est chargé un peu de veiller à la bonne entente entre les communautés, favorise très régulièrement la partie bosniaque. Et on voit aussi une montée des tensions et une volonté de plus en plus forte de la part des Serbes de Bosnie d'obtenir l'indépendance et de créer un nouvel État. Donc, au sein de la poudrière que constituent les Balkans, ces deux pays pourraient bien constituer les allumettes menant à un embrasement généralisé. Qu'est-ce qui explique la situation explosive dans ces deux pays ? En fait, ces deux pays sont nés de la dissolution de la Yougoslavie. C'est-à-dire que la Yougoslavie était un État multiconfessionnel et multiethnique qui a duré de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide. Et à partir des années 80, les différents nationalismes, les différents États qui constituaient la Yougoslavie ont commencé à remettre en cause l'État central. Et on a vu au final un éclatement de la Yougoslavie avec un affrontement entre deux camps. D'un côté, les nationalistes serbes constituaient en fait la minorité la plus forte, la communauté la plus puissante en Yougoslavie, et qui a cherché en fait à créer une grande Serbie en contrôlant tous les territoires où les Serbes étaient présents. Et en face, les différents nationalismes des autres communautés, croates, slovènes, macédoniens, kosovars, bosniaques, monténégrins, qui eux en fait ont cherché à obtenir l'indépendance de leur pays, qui d'ailleurs parfois ne s'entendaient pas. On a vu des affrontements entre croates et bosniaques par exemple, mais qui étaient unifiés par leur volonté de combattre les Serbes et de créer un certain nombre d'États après la chute de la Yougoslavie. Et en fait, les Serbes ont été vaincus du fait de l'intervention occidentale, notamment de l'intervention américaine, ce qui a entraîné la création d'une multitude d'États. Néanmoins, la défaite des Serbes n'a pas réglé toutes les questions que posait la Yougoslavie, puisque de nombreux Serbes se sont retrouvés minoritaires en dehors de la République de Serbie. Ouais. Par exemple, des Serbes du nord du Kosovo ou des Serbes de Bosnie. Et quelle est la situation de ces Serbes ? En fait, c'est assez différent. En Bosnie, la situation est relativement bonne, puisqu'ils bénéficient justement de cette autonomie dans la République serbe de Bosnie. Néanmoins, cette autonomie et cette situation est assez précaire, puisque, comme je l'ai dit assez régulièrement, l'Union européenne et le haut commissaire de l'Union européenne favorise le camp bosniaque. Je pense par exemple au fait que normalement, selon la constitution bosniaque,
pour qu'une loi soit pour qu'une loi soit votée, pour qu'une loi soit validée, il faut à la fois qu'elle soit votée par le Parlement fédéral et par le Parlement des deux entités fédérées, la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Or, souvent, en fait, le haut-commissaire européen passe outre le veto serbe et soutient des lois qui sont pourtant rejetées par le Parlement serbe. Ce qui est assez étonnant, parce que au final, les accords de Dayton qui avaient créé la Bosnie-Herzégovine et qui avaient été faits à l'initiative des Américains et des Bosniaques, aujourd'hui, en fait, sont plutôt défendus par les Serbes qui voient une façon de défendre leur autonomie, là où de plus en plus de Bosniaques, en fait, voudraient remettre en cause l'autonomie des Serbes et juste avoir un État où les musulmans seraient majoritaires et où ils pourraient imposer leur volonté à la fois aux Serbes, mais aussi aux Croates, qui sont une petite minorité en Bosnie. Par contre, au Kosovo, la situation est vraiment très dure. Dans le nord du pays, où les Serbes sont majoritaires, ça va encore. Mais nous avons visité plusieurs enclaves serbes au Kosovo, où la situation est très difficile, où les Serbes sont régulièrement attaqués par les Albanais, en fait. On passe régulièrement dans des enclaves où on voit des monuments aux morts commémorant des civils Ouais. serbes tués par des Albanais en toute impunité. On voit qu'il y a vraiment une volonté des Serbes de chasser, une volonté des Albanais de chasser les Serbes et pour créer un État 100% albanais. Ils ont visité le monastère de Dekani, qui est un très beau monastère qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est protégé par l'armée et qui est régulièrement attaqué par les Albanais. Ouais. Attaques qui vont de tags pro-Daesh à des attaques au mortier. Donc on voit vraiment qu'il Hmm. y a au Kosovo une vraie menace pour, pour cette minorité chrétienne que sont les Serbes. Et en fait, au final, les Serbes Il de nous reste Bosnie, quelques secondes, hein, Raphaël Odor, je suis désolée. pardon. Non, Les non, je vous Serbes en de prie. Bosnie essayent de se retrouver dans la situation des Serbes du Kosovo. Alors, en deux mots, vraiment, comment se positionne l'Occident sur ce conflit? Mais vraiment en deux mots. En fait, l'Occident continue à soutenir les nationalistes musulmans bosniaques et kosovars, Ouais. alors même qu'il y a une forte présence islamiste et une forte influence aussi de la Turquie dans la région. Hmm. Et du coup, en s'alignant entièrement sur les intérêts et sur l'agenda américain, Hmm. l'Union européenne abandonne une nation européenne et chrétienne face à Ouais. la menace. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup. C'était vraiment en deux mots, c'est parfait. Merci beaucoup, Voilà. Raphaël Audouard. On vous retrouve Merci à la vous. semaine prochaine à la même heure.